Quand on parle, les gens reçoivent. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à notre événement qui s'appelle Piloter le changement en période de fusion et de rachat. Méthode, vision et retour d'expérience terrain avec la naissance et ambition de Crédit Agricole Autobank France. Voilà, on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Sophie Moulin, qui est la directrice générale déléguée du Crédit Agricole Autobank France, avec lequel nous avons collaboré dernièrement et dans le cadre voilà, de cette fusion. Il y a aussi présent avec nous Franck Bonhomme, voilà, qui a mené la mission avec un autre consultant. Et aujourd'hui, on se propose de partager à la fois la fusion, comment ça s'est passé, et de donner une vision et un retour, et que ce soit Sophie qui le donne, parce que c'est elle qui le mène, hein, voilà, et de mettre ça en lumière pour pouvoir partager des bonnes pratiques ou des façons de faire qui peuvent inspirer, voilà, qui peuvent vous inspirer. Si vous êtes venu aujourd'hui, j'imagine que c'est aussi pour ça. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir si vous nous entendez bien. Et est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, voilà, si vous nous entendez bien, si ça marche bien pour vous, si le son est correct, parce qu'on n'a pas de sens, nous, si ça fonctionne bien. Voilà. Donc, l'idée, ce serait, voilà, donc il y a oui, ok, donc il y a au moins une personne qui nous entend, ça c'est bien, 2, très bien. Alors, avant de commencer, parce que le but, c'est de mettre en lumière une vision et une façon de faire pour mener les fusions d'entreprises. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on puisse l'inscrire en fait dans vos enjeux, vos problématiques, qu'on soit le plus près en fait de vos préoccupations et vos enjeux. C'est pour ça qu'on vous pose 3 questions. Et voilà, ce qu'on vous demande en fait, c'est de répondre à ces 3 questions dans le chat. Idéalement, si vous pouvez le faire en un seul bloc, ce serait facilitant. Parce que, évidemment, on ne va pas parler de la même manière, et je pense que Sophie et Franck vont adapter leur discours. Quand on est dans une ETI, ce n'est pas pareil que dans une grande entreprise. Ça dépend du business aussi, l'industrie, le service ou autre. Donc, on va essayer d'adapter à la fois le discours et les inputs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de connaître votre obstacle numéro 1 en matière de conduite du changement, parce qu'une transformation, enfin une fusion, c'est une transformation en un sens. Et donc, du coup, pour mener la conduite du changement, quels sont aujourd'hui, vos obstacles dans peut-être que vous avez une fusion à mener, peut-être que vous avez d'autres projets de transformation. C'est intéressant de pouvoir les inscrire et de pouvoir répondre aussi à vos problématiques dans cet échange. Et quelle est votre échéance? Est-ce que c'est immédiat? Est-ce que c'est dans 6 mois, dans 1 an ou autre? Voilà, je vais vous laisser écrire, s'il vous plaît, dans le chat. Comme ça, on va les lire. Moi, je reviendrai, donc je vais jouer le rôle de modérateur. Moi, je suis Antoine Jude. Et reprendre vos éléments que vous mettez dans le chat pour les inscrire dans la conversation entre Sophie et Franck pour qu'ils puissent y répondre. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Franck pour commencer l'interview. Et merci beaucoup, Sophie, pour ta présence. Bonjour à tous et merci. Oui, merci beaucoup de me recevoir. Oui, donc pour préparer ce webinaire là, on a plusieurs thématiques sur lesquelles on aimerait avoir ton feedback. Donc voilà, j'ai préparé un petit pense-bête. Mais avant de commencer, peut-être pour les gens qui connaîtraient un peu moins bien le métier de Crédit Agricole Autobank, est-ce que tu pourrais nous repréciser finalement quelles sont vos activités? Bien sûr. Bon, déjà, Crédit Agricole Autobank, comme son nom l'indique, nous sommes une filiale du groupe Crédit Agricole et on est notamment une filiale de Crédit Agricole Personal Finance and Mobility. Donc, on fait vraiment partie du groupe. C'est une structure qui est dédiée au financement de la mobilité. Alors, en Europe, puisqu'on a une présence pan-européenne, mais aussi, et du coup, et sur le territoire français. Là, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on est, pour le coup, on est sur la France et cette fusion qui a eu lieu en France. On est présent sur les métiers de la mobilité dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois le financement de l'automobile, de la moto, et aussi du loisir et du nautisme. Donc voilà, on a un panorama complet et on fait aussi bien sûr du vélo, de manière plus light, mais voilà, on a le panorama complet sur la mobilité. On est un financeur indépendant, donc à la fois présent sur des métiers de financer à travers des marques sur lesquelles nous sommes partenaires, mais aussi des distributeurs automobiles ou motos sur lesquels on est des partenaires sur le cadre de notre métier d'indépendant. Voilà.
Parfait. Et donc, au sein de cette structure, toi, c'est quoi ton rôle et tes missions? Alors moi, je suis la directrice générale déléguée de cette structure, attachée au directeur général qui a en charge la totalité du pilotage de la structure. Et je suis aussi directrice des ventes, donc j'ai le pilotage des équipes terrain. On a aujourd'hui, au sein de CA Autobank, Crédit Agricole Autobank, 110 personnes dédiées déjà à nos partenaires qui sont présents physiquement sur l'ensemble du territoire français. Et donc, ça nous permet d'avoir cet ancrage assez fort et cette présence très forte au sein du réseau de distribution. Ok. Alors, si on revient à la genèse finalement de cette fusion, donc il y avait deux entités, FCA Bank et Sofinco Mobilité. Qu'est-ce qui a motivé le rapprochement entre ces deux entités? Alors, ces deux entités sont nées en effet de deux structures, à la fois Sofinco Mobilité. Alors, il y avait une activité qui était vraiment dédiée à la mobilité chez Sofinco, qui est finalement une structure de ces Crédit Agricole Personal Finance and Mobility. Et puis, on avait aussi FCA Bank, anciennement structure qui faisait le financement de Fiat en France, qui, du fait de la réorganisation chez Stellantis et de la création d'une unique, on va dire, structure de financement des activités Stellantis. Cette structure s'est retrouvée finalement à devoir faire un métier d'indépendant. Et du coup, plutôt que d'être deux acteurs du même groupe, finalement, du groupe Crédit Agricole sur le marché français, très logiquement, on est venu se rapprocher pour créer finalement cet acteur unique avec deux ADN différentes et c'est très complémentaire et du coup, ça fait notre force. À la fois une captive historique qui était financière, attachée à un constructeur automobile, et puis un financeur plutôt indépendant qui allait vers ses distributeurs et qui avait cet ADN-là. Et donc, ces deux ADN viennent se marier pour créer cette structure unique qui est Crédit Agricole Autobank, 400 collaborateurs qui sont au service au quotidien de nos partenaires et de nos clients. Et donc, c'est l'objectif. C'était l'objet de cette fusion et puis l'ambition d'être leader de la mobilité en France en tant qu'indépendant. La réunion de nos deux structures faisait déjà que nous étions seconds sur le marché français et donc on réaffirme notre ambition à terme de devenir leader sur le marché de la mobilité en France. Ok, donc par rapport à vos clients, que vous appelez vos partenaires, finalement, eux, à titre individuel, quel est le bénéfice finalement qu'ils peuvent avoir d'avoir une seule entité par rapport à deux? Alors, un des premiers bénéfices, parce que un des premiers bénéfices, c'est d'avoir des équipes complètement dédiées, un savoir-faire sur l'ensemble des directions et on va dire, de la chaîne de valeur. On est 400 collaborateurs on est vraiment dédiés à 100% sur le financement de tout ce qui est mobilité, surtout l'ensemble des produits et services. C'est vrai que j'en ai pas parlé juste avant, mais on fait bien sûr de la location avec option d'achat, du crédit classique, de la location longue durée également. Et donc, du coup, on offre un panel complet et puis une spécialisation parce que c'est un métier un peu à part, ce financement automobile, une spécialisation complète sur ce métier-là. Et donc, ça apporte ces choses-là à nos partenaires. Et puis, bien sûr, on leur apporte aussi des outils innovants, comme notamment, on travaille beaucoup sur la partie open banking notamment, ou sur la partie avec d'aller chercher des informations, notamment impôts.gouv, pour accélérer la prise de décision et être encore plus performant demain dans le service que l'on rend à nos partenaires. Donc voilà, je dirais en gros, c'est à la fois des ressources et de la compétence, vraiment un savoir-faire, et puis aussi des outils qui sont adaptés au marché de la mobilité. D'accord, ok. Alors, à ma connaissance, là, je crois que les premiers éléments de réflexion sur la fusion, c'était début 2023 pour une fusion effective en janvier 2024. Pendant cette année-là, finalement, quelles ont été les réflexions sur la nouvelle organisation à mettre en place? Et ça a été les process cibles, enfin voilà, ouais. Comment on anticipe? C'est un vrai travail d'anticipation, en effet, oui, Franck. D'abord, quand on fait une fusion, on l'a fait effectivement le 1er janvier 2024. C'est le time, on va dire, 1 de l'organisation qui a fait qu'on s'est rassemblés. Par contre, bien avant ça, on a travaillé bien en amont, puisque pour pouvoir faire ça, il y a eu à peu près 9 mois de travaux. Alors, les décisions sur la réunion des deux, c'est sûrement fait bien avant,
Mais par contre, le démarrage finalement du projet, où là, on a été réunis en équipe réduite au démarrage, puis progressivement, les experts sont venus s'ajouter pour pouvoir faire grossir ce projet. Mais au démarrage, en fait, on a constitué déjà un groupe projet qui était en charge de définir les processus clés qu'il fallait vraiment avoir en tête. Il y a aussi toute l'organisation de demain et on va dire l'organigramme, ce qui est quand même essentiel, hein, c'est qui finalement va constituer ce comité de direction et comment s'aligner pour pouvoir mener à bien cette fusion. Ce projet s'est dessiné en plusieurs chantiers parce que bien sûr c'était les chantiers étaient assez lourds. À la fois on avait un pan RH extrêmement important sur la partie ressources humaines et ça jamais négligé, mais sur des structures comme nous avions, c'était d'arriver à travailler ce socle social qui serait demain finalement la réunion des deux et qui va créer ce collectif. Ça, c'est extrêmement important parce que finalement, sur le papier et sur des slides, les fusions sont toujours assez logiques. Mais maintenant, après, dans les faits et dans la pratique, il faut que les équipes arrivent à créer ce collectif, qu'on arrive à créer ce collectif. Et puis, il y avait aussi au niveau finance, de regarder comment ça va se comporter. Il y a eu le maillage territorial. Là, je peux en parler très directement parce que il a fallu constituer aussi un maillage territorial qui soit cohérent avec des équipes qui venaient des environnements différents. Il fallait aussi commencer à travailler la bascule. Alors, c'est pas très beau comme mot, mais c'est quand même la réalité des partenaires historiques de l'activité de mobilité de Sofinco vers ce nouvel environnement. Et ça, il fallait travailler aussi ce sujet-là, comment on allait le faire et les former aux nouveaux outils et au nouvel environnement. Enfin, on a eu voilà tout un travail et plus d'autres chantiers qui se sont bien sûr ajoutés. Il y en avait, si mes souvenirs sont bons, on avait une vingtaine de chantiers ouverts pour pouvoir mener à bien au 1er janvier cette fusion. Donc en fait, on a au début un petit groupe s'est réuni pour commencer à définir les projets, les chantiers, et puis progressivement, on a intégré, alors sous forme de NDA, parce que dans ces sujets-là, vous imaginez bien, en amont, il y a beaucoup de confidentialité. On a intégré des experts, et ça c'est extrêmement important, des sachants qui viennent finalement s'ajouter pour qu'on ait une bonne vision à la fois des processus et du fonctionnement de l'accueillant qui va être demain finalement la structure qui constitue Crédit Agricole Autobank aujourd'hui. D'accord. Je me permets parce que j'ai quelques questions dans le chat. Alors, je ne sais pas s'il faut les prendre maintenant ou après, voilà, en fonction de… Comme vous voulez. Quelles sont les étapes clés de ce projet ou programme de changement? Et puis, une qui, à mon avis, aussi peut peut-être s'inscrire maintenant, c'est quelles ont été les résistances au changement? Ouais. J'allais y venir, donc on les garde parce que justement, ça permet d'y réfléchir. Je les garde en tête. Juste pour revenir à ce que tu as dit, donc tu as dit on a mis en place différents chantiers, très bien, mais finalement, quelles sont les directions qui ont été impactées par la fusion? Alors, cette fusion, elle a impacté toutes les directions. On ne peut pas dire qu'une direction a été plus épargnée que d'autres. Peut-être que pour donner du sens, et c'est une fusion un petit peu particulière que l'on a vécue, c'est le petit qui accueillit le gros. En fait, à l'époque, Crédit Agricole Autobank, c'est l'ancienne structure de FCA Bank qui était une captive. Alors, c'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas, mais c'est une captive. C'est le financement qui est spécialisé d'un constructeur automobile. Donc, on n'avait pas tout à fait la même. Les flux n'étaient pas du tout les mêmes. Et donc, ce qu'on a apporté côté Sofinco, c'était bien plus gros que ce qui existait auparavant. Notamment, vous voyez, il y avait 90 collaborateurs côté ex-FCA et il y en avait 300, un peu plus de 300 côté Sofinco. Donc, ces 300 collaborateurs ont rejoint les 90 existants pour former ces 400 personnes. Et donc, du coup, en fait, c'est sur ces aspects-là que voilà, on a été extrêmement vigilants. D'accord. Et de manière a posteriori, puisque vous aviez quand même réfléchi, tu l'as dit là, pendant un an sur cette nouvelle organisation, enfin voilà, sur les problématiques. Au final, quelles sont on va dire, les difficultés que vous aviez anticipées? Quelles sont les difficultés que vous avez découvertes en cours de route? Alors, les difficultés qu'on a anticipées, beaucoup de sujets autour des process clés qui étaient identifiés. Ça c'est sûr.
On avait anticipé aussi toute la partie, alors dans les étapes importantes avant la fusion, et du coup là c'est important, c'est notamment toute la partie RH et toute la partie bien sûr de présentation aux instances représentatives du personnel, toutes les étapes liées au CSE, toute cette partie-là qui va faire que du coup on va pouvoir organiser et mener la conduite du changement avec l'ensemble des collaborateurs. Toute la partie communication finalement en amont aux équipes aussi au fur et à mesure où on les embarque, avec bien sûr ce respect des timings sur ces instances représentatives du personnel. Et donc ça, c'est les étapes qu'on avait bien menées. On a bien sûr défini finalement l'organigramme de demain pour pouvoir aligner les directeurs, enfin en tout cas le comité de direction qui serait à la manœuvre sur la réunion des deux. Et puis voilà, globalement, et puis voilà, travailler sur les process qui étaient les plus importants au démarrage, avoir les outils aussi qui soient adaptés. Et ça, c'était un travail en amont qui a été fait d'un point de vue sur la partie informatique, c'est de s'assurer que finalement, on allait avoir les environnements qui allaient être mis en place et toute la partie, on va dire, technique qui serait bien en place au moment du démarrage. Après, si après on se remet au 1er janvier, puisque les difficultés qu'on n'avait peut-être pas prévues, ou en tout cas qui sont difficiles à mesurer, c'est cette conduite du changement. Et le rythme du changement n'est pas le même pour tous. Certains sont plus friands, on va dire, au changement, et puis d'autres qui ont plus de… Et c'est normal, c'est humain. Et ça, c'est vrai que dans une fusion, quand on l'amène à un rythme, nous, on a souhaité un rythme assez soutenu pour quelque part être capable très vite de passer à autre chose. C'est cette partie humaine qu'il faut surtout pas négliger dans un tel projet, c'est de pouvoir finalement embarquer tout le monde, ceux bien sûr qui sont très sur le changement, qui n'ont pas de… Mais il y a aussi une partie qu'il faut vraiment encadrer. On a notamment changé tous les outils de l'ensemble des équipes. On a dû former l'ensemble des équipes à ces nouveaux environnements, des nouveaux process, des nouveaux interlocuteurs aussi, puisqu'on changeait finalement les équipes d'environnement. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Et je ne sais pas si… je dirais que c'est finalement le point essentiel d'un projet tel que celui-ci. Et c'est le point de réussite, finalement, la clé pour pouvoir finalement tenir lors de cette fusion où on doit faire preuve de beaucoup de résilience pendant la période de la fusion. D'accord. Sur la partie, parce que tu parlais des outils, là, sur la partie SI, qui est souvent une grosse partie, qu'est-ce qui a été choisi? C'est par rapport aux différents systèmes d'information, c'est de privilégier le meilleur des deux et de mixer tout ça, de se dire, on fait table rase, on reconstruit un nouveau système d'information, des nouveaux outils. Quels ont été les choix? Non, le choix, il a été de prendre les outils qui existaient chez CA Autobank, enfin EBSER. Donc, on a repris les outils qui existaient dans l'environnement là où on arrivait. Et du coup, cet outil, il est venu finalement s'amender pour pouvoir accueillir aussi, parce que c'est vrai que cet outil ne faisait pas forcément tous les environnements, notamment toute la partie moto et toute la partie loisirs, camping-car. Et donc, du coup, on a dû bien sûr adapter les outils aux différents métiers qui venaient avec cette fusion. Donc, il y a eu des développements qui ont été menés pendant finalement les mois, l'année 2023 et un bout 2024. Et donc, du coup, c'est le choix que l'on a fait. Okay. Dans les choses peut-être que j'ai peut-être pas dit, et c'est dans ce qu'on n'avait pas prévu, en tout cas, c'est qu'aussi la vie continue pendant une fusion et que il y a aussi des choses qui sont venues s'ajouter qu'on n'avait pas forcément dans notre feuille de route, et il a fallu gérer aussi ces choses-là pendant la période du projet, notamment au niveau technique où on a eu des éléments qui sont venus s'ajouter parce que des choix du groupe, parce que ce genre de choses. Donc ça aussi, il ne faut pas le négliger dans un projet, c'est que la vie continue et c'est difficile d'être complètement focalisé sur la fusion. Oui, alors justement, entre cette continuité d'activité, donc qui mobilise les équipes sur le terrain et qui mobilise aussi les fonctions support par rapport à l'activité, et puis les différents chantiers qui sont mis en œuvre
qui nécessitent aussi de la charge, probablement parfois des investissements. En fait, quels étaient vos critères de priorisation pour savoir quoi faire à quelle échéance pour que ce soit absorbable par tout le monde? Oui, alors déjà, en effet, quand on mène un projet de ce type-là, il y a une comitologie qui se met en place avec des priorisations, des projets qui sont identifiés comme étant, on va dire, très prioritaires, un peu moins prioritaires, qui vont être traités dans un second temps, et donc quelque part un rétro-planning qui est assez détaillé et précis pour pouvoir finalement embarquer l'ensemble du dispositif. Donc ça c'est clair que cette comitologie, elle était très forte. Elle était même menée au plus haut niveau de l'entreprise, puisque notre directeur général de Crédit Agricole Personal Finance and Mobility était complètement imbriqué et impliqué dans ce projet. Donc on avait réellement la mobilisation de l'ensemble de l'entreprise. Et du coup, en règle générale, ce qui drive les projets, il y a plusieurs critères et on les identifie souvent. C'est la partie finance, bien sûr. Hein. Est-ce que c'est profitable? Est-ce que ça va générer finalement du profit ou des économies, hein, bien sûr? Est-ce que c'est bénéfique au business? Et ça, c'est tout le temps finalement, puisque nous, hein, ce projet-là, c'est un projet de développement commercial. C'est pas un projet c'était vraiment l'optique. Est-ce que ça a un bénéfice pour l'expérience client ou la satisfaction de nos clients, sachant que les clients, c'est nos partenaires, mais c'est nos clients finaux, et c'est aussi nos collaborateurs qui doivent être aussi on est aussi dans cette démarche-là. Et puis c'est aussi, et parce qu'on est un établissement financier attaché à un établissement bancaire, c'est aussi la conformité sur lequel on doit être extrêmement rigoureux. Et donc du coup, c'est par ces 4 biais que on identifie et on priorise ces projets. Maintenant, quand on a fait la fusion, la priorité, c'était de mener finalement la bascule ou le transfert finalement de l'activité du fonds de commerce de Sofinco Mobilité vers CA Autobank. Ça, c'était un des premiers axes. Et le deuxième aussi, c'était d'aligner le socle social pour avoir finalement cette unité qui se crée et qui fasse qu'on est tous CA Autobank aujourd'hui et on n'est plus ex-Sofinco ou ex-FCA de l'autre côté. Ouais, c'était un petit peu la question suivante que j'avais, c'est qu'effectivement, tu as parlé du volet humain, du volet social, et effectivement, dans une fusion, j'imagine que dans la communication, vous avez rassuré les gens, mais il y a un deuxième volet qui est peut-être pas beaucoup plus facile, c'est comment on projette les gens dans un futur désirable dans la nouvelle entité. Oui, parce que cette fusion, je vais en profiter. Je vais remercier l'ensemble des équipes de CA Autobank qui ont été qui ont été à la manœuvre, parce que c'est beaucoup de résilience. Quand on est dans un projet qui est extrêmement enthousiasmant, qui est passionnant, mais ça demande aussi de garder le cap. Il y a souvent des dysfonctionnements, ou en tout cas des choses qui ne se passent pas vraiment comme on le souhaiterait. Et donc, du coup, ça nécessite vraiment une adaptation, une agilité de la part des collaborateurs. Et ça c'est essentiel pour que ça fonctionne et en tout cas qu'on résiste. Et alors, comment les projeter dans l'avenir? C'est continuer à communiquer avec eux. Donc, on a mis en place un système de communication, hein, notamment des newsletters pour donner, pour expliquer ce qui se passe, pour finalement montrer les avancées toujours et montrer que finalement on est sur le cap. C'est pouvoir aussi faire des conférences téléphoniques, en tout cas des calls avec l'ensemble des visios, avec l'ensemble des collaborateurs pour leur donner des points d'avancement sur à la fois la fusion, les résultats, et que finalement on voit que voilà, on est embarqué, on donne du sens. Et puis on a aussi bien sûr organisé des séminaires avec le corps managérial pour aussi embarquer les managers et aussi voilà, les associer et co-construire ces Autobank d'aujourd'hui. On a fait une chose au démarrage, et vous voyez, on a fait la fusion au 1er janvier, et le 26 janvier 2024, on a réuni les 400 collaborateurs pour une convention qu'on a nommée One Team, pour lancer finalement le démarrage de CA Autobank.
Et ça, c'était le premier événement important où on a présenté cette nouvelle structure et puis profiter aussi de moments de convivialité. C'est aussi important pour créer du souvenir ensemble et créer cette One Team. Alors, tu parles de l'avenir, parlons-en. Maintenant que finalement les choses commencent à s'être tassées, que vous êtes un ordre de bataille, alors finalement, les ambitions de Crédit Agricole Autobank pour, je sais pas, 2028, c'est quoi? Alors, moi, je dirais, on a cette ambition d'être le leader de la mobilité en France. Ça reste une ambition avec un développement commercial qui est notre driver. Alors, le contexte automobile, de la mobilité n'est pas forcément évident. Depuis 2 ans, on a un marché qui souffre et ça, on fait avec et on fait avec notre terrain de jeu. On a aussi comme ambition de continuer à innover dans les différents aspects. On a l'intégration de l'intelligence artificielle qui est aussi important. Je pense qu'il faut qu'on accélère sur ces sujets-là. Et donc, on a dans ces ambitions aussi, voilà, à travers l'innovation, il y a tout ce qui est autour de la data, autour de l'intelligence artificielle, et puis des évolutions qu'on voit sur le marché arriver. Donc ça fait partie aussi de notre ADN d'aller plus loin dans ce qu'on propose aujourd'hui à nos partenaires. D'accord. Et alors, je ne sais pas si c'est le cas parmi les participants, mais imaginons qu'il y a un DG qui soit confronté à une problématique, peut-être pas de fusion, mais en tout cas de transformation au sein de son entreprise, et qui vienne te voir pour te demander des conseils. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'il va falloir bien… Non, c'est une aventure humaine fantastique déjà. Donc ça, c'est déjà une chose. Il n'y a pas de livre… Nous, en tout cas, on ne nous a pas donné de guide de la fusion. Donc, on a quelque part avancé. Et il faut avoir cette capacité, finalement, à un moment de s'adapter constamment et d'être agile pour pouvoir, finalement, corriger ou être en permanence dans ce mouvement. Il faut être à l'écoute parce que, et comme je vous l'ai dit avant, hein, c'est surtout les hommes et les femmes qui constituent la structure qui vont faire avancer ce chantier, ou enfin, en tout cas ce plan de transformation, parce que c'est une vraie transformation. Et là, c'est vraiment être constamment en train d'écouter sans renoncer et en continuant à avancer, à garder le cap. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et puis après, si on regarde d'un point de vue un peu plus technique, c'est en effet mettre en place toute une comitologie, bien identifier les process, ou en tout cas les process clés. Et puis peut-être, moi, si je devais le refaire, c'est prendre peut-être plus de temps vers la structure qui accueille pour aller plus loin dans les process et mieux voir finalement dans le détail, en tout cas passer plus de temps avec les sachants pour mieux construire le démarrage de la fusion. Ce qui a pour nous été… les premières semaines, premiers mois ont été un peu difficiles parce qu'il a fallu intégrer l'ensemble de manière plus détaillée cette fusion, et c'est là où c'était le plus difficile, la mise en œuvre, parce que peut-être qu'on aurait dû passer plus de temps dans la structure accueillante pour voir avant comment ça se passait. D'accord. Et je vais rebondir parce que je pense que la question a été posée à un moment donné dans le chat. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner par des personnes externes et sur quelles compétences ou thématiques? Oui, on a été accompagné par un cabinet de conseil, notamment sur toute la partie conduite du changement. D'accord. Toute cette partie-là, finalement, et aussi de coordination de l'ensemble des chantiers. De cette partie-là. Aussi, hein, dans l'organisation, ce qu'on a mis en place aussi, c'est une direction de la transformation qui est en charge de mener en fait finalement toute cette transformation, et notamment tout ce collectif qu'il était important de créer. Donc, on a eu à la fois ce renfort d'un cabinet de conseil qui nous a vraiment aidé à structurer. Comme je vous l'ai dit, on n'avait pas un guide de la fusion, donc qui nous a aidé à bien coordonner l'ensemble de nos chantiers, et puis bien regarder cette partie conduite du changement, aligner le collectif aussi, qui était le collectif CODIR aussi, hein, travailler à ce sujet d'alignement.
Et puis en parallèle, on a mis en place une direction de la transformation pour aussi être, dont la responsabilité c'est aussi de mener ce one team, j'aime à dire. D'accord. Et donc, ton retour d'expérience te dit que la création d'une entité spécifique, hein, on peut l'appeler direction de la transformation, à ce moment-là, qui pilote, qui a une vision macro, c'est quasiment indispensable. Oui, parce qu'en fait, elle va, je sais pas, pour moi, ça fait partie d'un élément clé parce que cette structure, enfin en tout cas la direction de la transformation va finalement identifier les angles morts aussi et qui va bien ramener la transversalité dans l'ensemble. Ce qui a tendance à, et même en ayant la direction de la transformation, on a eu même cette tendance-là. La tendance dans ce genre de situation, c'est qu'on fonctionne en silo et que du coup, on n'ait pas cette vision d'ensemble et que ce soit pas hyper cohérent et que du coup, ça soit plus compliqué. Or, cette direction de la transformation, elle est là pour bien s'assurer que finalement tout se coordonne et ça avance dans le même sens. Ok. Peut-être Antoine, je ne sais pas si il y a des questions. Il y a quelques questions. Moi, je voulais aussi rebondir sur comment est-ce que vous avez fait pour créer une culture commerciale commune, sachant que vous avez intégré 2 cultures commerciales différentes. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a intégré, il y avait 2 cultures différentes, en effet, avec des équipes qui venaient plutôt du monde de l'indépendant et puis une équipe plus du monde de la captive. Alors, l'avantage, c'est que c'est le même métier, entre guillemets, hein, on vend des financements, le financement automobile, enfin, le financement de la mobilité, c'est les mêmes produits, les mêmes services, mais pour autant, c'est pas tout à fait les mêmes exigences ou les mêmes compétences parfois. Donc déjà, on a créé une équipe commune. Hein, les équipes se sont mixées. On n'a pas fait une équipe à droite et une équipe à gauche. Là, elles se sont mixées. Donc on a eu des équipes qui ont été mélangées. Et puis ensuite, on a décidé d'un plan de formation, notamment en l'année dernière, 2025, hein, qui était la 2e année finalement de notre activité, pour à la fois les managers dans leur accompagnement auprès des équipes, tout un programme autour du coaching et finalement du collectif. Ça, c'était un des programmes qu'on a mis en place. Et puis, on a eu un 2e programme qui a été mené pour les commerciaux terrain, de les réunir et pendant 2 jours, d'avoir finalement à travers un jeu, de pouvoir leur donner les éléments, les attentes que finalement on pouvait avoir, et puis leur donner des éléments, enfin des méthodes clés pour pouvoir améliorer leur quotidien. Et puis c'était aussi pour eux un moment d'échange puisqu'ils ont tous été réunis par des sessions différentes. Enfin, il y en avait 8 qui ont été des sessions nationales. On a souhaité que finalement il y ait une mixité qui s'opère. Et donc voilà, c'était notamment, ça fait partie des éléments qui ont servi à créer ce collectif. Et puis, bien sûr, les équipes, les directeurs des ventes régionaux ont aussi mis en place des séminaires, une comitologie aussi importante, des réunions d'équipe hebdomadaires, mensuelles, pour pouvoir finalement progressivement leur donner de l'information, être à leur écoute. Enfin voilà, aussi toute la partie pilotage a été créée aussi pour pouvoir finalement donner des éléments d'animation et de pilotage. Okay. Et alors, j'ai une question dans le chat, c'est quels ont été les indicateurs de suivi, les KPI de la transformation? Alors, on a eu plusieurs KPI, dont notamment un des points importants, c'était le transfert quand même de notre fonds de commerce de Sofinco vers CA Autobank. Et donc, du coup, on a suivi, bien sûr, le taux d'adhésion de nos partenaires vers notre nouvel environnement. Donc, on avait presque 3000 partenaires à transférer. On en a transféré 95%. Donc, on peut dire que voilà, c'était cet indicateur-là qui était extrêmement important pour nous. On avait des taux, après c'était notamment de signer un accord d'entreprise unique qui devait être fait dans les 15 mois. Alors, est-ce que c'est un KPI? Mais
oui, c'est un KPI, c'était d'avoir un socle commun. Un socle commun qui s'est mené et qui a été mené en temps et en heure. J'en vois pas d'autres. Bien sûr, il y avait des indicateurs secondaires, hein, comme notamment intégrer l'ensemble des collaborateurs, y compris côté RH, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y a un peu d'administratif à faire. Enfin voilà, il y a toute cette partie-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je pense que si. Hein. C'est, une autre question que j'ai dans le chat, c'est comment on peut aider en fait finalement les managers, l'encadrement intermédiaire, parce que la direction, on va dire, ils ont du temps alloué pour ça, pour la transformation, mais comment est-ce qu'on fait pour que l'encadrement intermédiaire arrive à, en parallèle, mener les activités et l'opérationnel, et en même temps exécuter les plans qu'on leur demande pour structurer et faire avancer la transformation? C'est vrai que là, c'est clair que dans la période, alors les 6 premiers mois, enfin les 9 premiers mois de l'année 2024, clairement la priorité a été mise au transfert de l'activité. On a mené ça en un temps assez court, et donc on peut dire quand même qu'à un moment le quotidien, je ne veux pas dire passe en second, mais c'est vrai que il fallait vraiment mener cette fusion, et donc c'est ce qu'on a fait pendant les 9 premiers mois. Donc on a quelque part le temps s'est dégagé, mais ça crée aussi des difficultés opérationnelles qu'il faut ensuite corriger. Donc je dirais que la fusion, non, elle se termine pas autant, elle s'est pas terminée au 30 septembre, date à laquelle on avait basculé l'ensemble des partenaires. Elle a continué, et je dirais encore qu'elle continue parce qu'on doit constamment adapter nos process à notre nouvel environnement. Et donc encore maintenant, en 2026, on travaille encore à des processus ou à des évolutions pour pouvoir accueillir la structure qu'on a créée il y a maintenant 2 ans et demi. Donc ça ne s'arrête jamais en fait. Donc on a clairement des équipes qui sont fortement sollicitées. On ne peut pas dire le contraire. C'est pour ça que c'est un élément important à prendre en compte. C'est que l'humain est particulièrement on va dire, sollicité pendant une période de fusion. Un véritable engagement des équipes, c'est clair. Autre question, c'est quel a été le moment clé, le moment où vous vous êtes dit, OK, ça y est, ça marche? Écoutez, le moment où on s'est dit ça marche, allez, on va dire en juin 2025. En juin 2025, après avoir absorbé, que les équipes étaient complètement intégrées, l'ensemble la formation, on va dire, des équipes aux outils, parce qu'il y a ce temps aussi qu'il ne faut pas négliger entre je maîtrisais un outil précédemment et je dois en maîtriser un autre. Il y a ce temps de montée en compétence qui est pas si évident que ça. Et du coup, pour moi, enfin en tout cas le moment où j'ai vu vraiment quelque chose on se dit ça y est, on n'est pas en run, mais enfin, on est revenu en situation à peu près normale, c'est en juin 2025. Donc, il a fallu quand même 15 mois, 15-18 mois pour qu'on voit bien que voilà, la situation s'était atténuée, quoi. OK. Donc, ce moment de bascule, c'est un moment où il y a eu, ce que j'ai entendu, c'est la sensation d'intégration à l'intérieur, où ça y est, on sentait qu'on faisait partie d'une nouvelle entité ensemble. Oui. Alors, j'ai jamais terminé. Moi, je ne dis pas, parce que quand, vous voyez, vous avez des équipes qui venaient de l'environnement de Sofinco avec 25 ans d'expérience, parce qu'on a des équipes qui ont, et c'est super, parce qu'on a des équipes qui sont fidèles. Changer comme ça d'environnement, c'est pas anodin. Donc, ça reste un travail qu'il faut continuer je dirais, à ne pas négliger, ça s'entretient. C'est comme ça s'entretient. Il y a toujours parfois il peut y avoir encore des écarts, il peut encore y avoir des enfin voilà,
des personnes qui disent encore, je viens de tel environnement, mais chaque jour c'est mieux. Mais c'est vrai que c'est cette partie-là qui est la plus essentielle, enfin qui est cruciale. Hein. C'est la réunion de deux équipes qui viennent d'environnements différents, qui n'ont pas forcément demandé à travailler ensemble, faut quand même se le dire, de devoir finalement à un moment dire on est dans un projet commun et comment on donne du sens pour que finalement on sente tous appartenir à cette structure qui s'appelle CA Autobank. Et et la fierté de faire partie de cette aventure. Donc c'est un travail qui reste encore aujourd'hui. Je peux vous dire, il faut garder cette vigilance-là parce que c'est pas, on est une jeune structure, nous n'avons que 2 ans et demi. Alors, j'entends et merci. Je rebondis sur la question du sens. Comment vous donner du sens? J'ai une question dans le chat là-dessus. C'est quoi les moyens que vous avez utilisés pour donner du sens, pour faire en sorte que les personnes adhèrent? Et une autre question aussi, quels sont les modèles éventuellement de changement utilisés, Lewin, Kotner, Atkar ou autres? Parce que ça peut se rejoindre dans la même question, je ne sais pas. Voilà, je donne les deux questions en même temps. Alors, donner du sens, c'est notamment expliquer quand même la décision stratégique, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller. Ça, je pense que c'est essentiel. C'est finalement, est-ce que notre projet elle est compréhensible et audible par l'ensemble. Je crois que nous, notre avantage, franchement, c'est que ce projet, il était dès qu'on nous l'a présenté, ou en tout cas moi, dès qu'on m'en a parlé, il parle de lui-même et il est compréhensible par tous. C'est-à-dire de se dire, bah oui, ces deux structures qui étaient l'une à côté de l'autre, je peux vous dire, on était dans les mêmes locaux. Un au 3e, l'autre au 4e ou inversement, je ne sais plus. Enfin bon, peu importe, c'est pas l'important. Et du coup, qui allait finalement être sur le même terrain de jeu pour faire la même chose, voire se faire de la concurrence. Donc, le sujet était, et quand on regarde sur le papier, il y a beaucoup de force à nous réunir et à avoir créé cette structure commune. Donc, dans ce sujet de fusion, il y a quand même est-ce que finalement ça a du sens ou pas, déjà même pour quand on doit le diriger. Et puis du coup, si c'est audible comme ça, c'est très naturel que les équipes soient embarquées. Maintenant, après, il y a tout le détail, il y a tout le fonctionnement, il y a la partie sociale aussi qu'il ne faut pas négliger, d'avoir un socle social qui soit cohérent et qui se rapproche. Donc ça, c'est ça qui nous permet d'embarquer les équipes. Et puis, sûrement surcommuniquer, être très présent pendant la fusion, ne pas négliger cette partie-là parce que les collaborateurs… Alors, en plus, moi, comme j'ai la responsabilité de la direction des ventes et qui sont éloignés de l'entreprise, ils sont partout dans les régions, il ne faut pas négliger non plus la communication vers ces équipes qui sont un peu en dehors de toutes les décisions qui peuvent être prises dans l'organe central qui est à Massy. C'est-à-dire que tu t'es beaucoup déplacé? Oui, on a déjà dans la partie lancement, j'ai fait le tour de l'ensemble des agences pour expliquer, pour donner du sens. Et puis, mais on ne communique jamais assez. Moi, je pense qu'à un moment, on était tellement pris par le projet qu'en effet, il est possible qu'on ait négligé cette partie-là. Ok. On va devoir prendre… Pour les modèles, franchement, je ne sais pas. Je suis désolée. On a pris les modèles qu'on a essayé de faire assez pragmatiques. Je ne sais pas. Peut-être qu'on a utilisé des modèles, mais je n'ai pas de réponse à vous apporter. Je suis désolée. Pas de souci. Il va falloir qu'on antenne à 12h15. On va conclure. J'avais juste une dernière question personnelle. Oui. Si tu fais le bilan des 2 dernières années, pour toi, oui. Où est-ce que tu mettrais le curseur entre exaltant et épuisant? C'est bien parce que ça fait 2 ans et demi maintenant, donc j'ai pris du recul. Donc je dirais maintenant exaltant vers le 8. Mais ça a été extrêmement intense, extrêmement parfois des moments qui sont pas simples à vivre. Mais si je devais le refaire, je le referais sans hésiter.
Mais je le referai sûrement différemment avec maintenant la connaissance que j'ai et je pense que je le vivrai différemment. Et ça c'est sûr. Mais maintenant, je dirais que oui, c'était une super aventure qui n'est pas terminée, hein, donc du coup, on la continue. Mais c'était assez intense, oui. Okay. Sophie, un grand merci pour ton témoignage. Merci. Merci à vous. On se donner pour inspirer à la fois les participants et d'autres personnes qui verront ce replay, le fournira. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'on soit à notre ambition d'ici 2028. Très bien. Eh bien, un grand merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Sophie, merci Franck pour l'organisation. À bientôt dans les prochains événements qu'on fera. Voilà, et à bientôt Sophie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.